Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali per affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere, un criterio ideale, un'amicizia operativa. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. In questo momento no, però magari sulla... Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti. Ci stiamo Bonjour à tous et bienvenue. On est en train de tout arranger. On a changé de salle à la dernière minute parce que cette rencontre qui est consacrée à l'effort d'être jeune, donc c'est-à-dire aussi la difficulté d'être jeune, cela rappelle les adultes qui, face à cette difficulté, ont du mal à donner des réponses, et cela rappelle les jeunes parce qu'ils se reconnaissent dans cette difficulté, la difficulté de grandir. Je suis très contente d'être ici avec vous. Je suis Elisabeth Azoio du Corriere della Sera. Je dirige Bonne Nouvelle, l'insert qui est dédié au troisième secteur. Et dans le nombre qui sera dans la revue de demain, on parle des jeunes. On essaie de donner de la continuité à ces focus qu'on va affronter aujourd'hui durant cette rencontre. Avant de commencer avec les invités que je vais vous présenter un par un, je vais profiter pour saluer toutes les personnes qui nous sont en train de suivre dans les directs streaming. Je voudrais interpeller Stefano Bolognini, l'accessoire au développement lombard, de la Lombardie. Merci, assesseur.
un microphone pour lui. On va faire un essai pour le microphone si ça va marcher. Ça marche, ok, merci. Assesseur, aidez-nous à introduire un événement qui a un titre déjà très provoquant, c'est-à-dire la difficulté d'être jeune. Merci. Pour commencer, bonjour à tous. Personne ne voudrait banaliser ou sous-estimer la série de problèmes que le Covid et la pandémie ont accentués pour les jeunes. Et ceux qui vont me suivre vont le dire de façon très pratique parce qu'ils le vivent tous les jours. Mais je suis heureux de voir dans un moment de difficulté beaucoup de jeunes qui remplissent une salle. Beaucoup de jeunes qui ont une conscience, une positivité extraordinaire et qui veulent être entendus. Donc je pense que le premier applaudissement, il faut le dédier aux jeunes qui ont attendu dehors pour pouvoir être protagonistes et entendre en première personne cette rencontre. Les jeunes sont souvent racontés de façon négative. On a parfois raison de le faire, mais on oublie souvent de parler d'eux dans leur quotidien qui est fait d'études, de bénévolat, de sport, d'amour, mais aussi de déception. Mais si on les raconte, on les valorise de façon convenable, ça devient un stimulus et une gratitude pour eux et parfois un exemple, un stimulus pour d'autres personnes. Donc je crois qu'il faudrait commencer par là, écouter les jeunes, les comprendre, les valoriser. Si je peux faire une petite remarque pour arriver à ma conclusion, c'est depuis ce matin que je me mords la langue. C'est parce que le meeting, de ce point de vue, est une expérience extraordinaire. Parce que les jeunes peuvent être acteurs en première personne, ils peuvent donner, recevoir, mûrir des expériences, ils peuvent faire naître des amitiés, des sentiments, des stimulus. Donc c'est une magnifique expérience qui éclate ici avec toute son énergie. Nous avons peut-être ici, malheureusement, péché par un point. Un congrès qui parle de la difficulté d'être jeune ne permet à aucun jeune d'être sur l'estrade avec nous qui sommes des boomers et des baby boomers. Non, vous non, mais vous êtes modératrice, donc ça n'a rien à voir. Donc, excusez-moi pour cette hors-programme. Je vais poursuivre parce que j'aimerais qu'un de ceux des 4 jeunes qui sont au 2e rang, lui, je ne le connais pas, mais j'aimerais qu'il vienne nous raconter ce qu'est la difficulté d'être jeune et que les intervenants ensuite puissent se confronter avec ça pour leur intervention de la suite. Allez, viens sur l'estrade. Merci SSR. Un vrai, cette expérience de boomer, un vrai, nous, les questions, on les a déjà préparées. Il y aura du temps pour donner la réponse. Il y a la politique qui dépasse le journalisme. En ce cas, c'est... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Giovanni, je m'appelle Gabriele. La difficulté d'être jeune, déjà, vous souriez beaucoup, et donc la difficulté, vous la masquez très bien. Assez. La difficulté d'être jeune est un thème qui te fait sentir, qui te provoque, auquel tu voudrais poser des questions aux personnes qui sont ici, mais je vais leur poser des questions aussi, hein, et même l'assesseur va prendre ma place à poser des questions. Je ne saurais pas bien répondre correctement. J'ai vu certains intervenants, j'en connais certains. Je suis allée rencontrer aussi donc Claudio qui va parler tout à l'heure, il y a quelque temps. Je vois beaucoup de difficultés à l'université pour suivre les cours en présentiel, de suivre ce que l'on rencontre. Mais en regardant les exemples de Dario et de Don Claudio que je connais, je vois des jeunes qui nous éduquent à ça. Donc c'est une chance en fait. Donc c'est vrai que le Covid a empiré la situation. On va le demander à ton camarade, qu'il a rendu tout un peu plus difficile. Vous avez perdu l'habitude d'être au milieu des gens. Vous avez été obligé à rester plus à la maison. Oui, c'est vrai. Si je pense à mon expérience, ce qui m'a aidé le plus, c'est vivre la réalité à l'université. Et même pendant la quarantaine, j'ai toujours essayé de ne pas être seule, d'aller à la recherche
du mieux que je pouvais. Et par rapport à la difficulté, c'est l'incompréhension, la difficulté. On peut être très jeune, on peut avoir des compétences différentes par rapport à un adulte qui est diplômé, mais c'est une difficulté par rapport à mon avis. Mais je vois que le meeting est une expression qui donne la parole à tous. Maintenant, ça me frappe. Cela me frappe aussi, ça m'a vraiment frappé. Mais maintenant, on y arrive, on va y arriver. Il y a votre revue la préférée, l'insert de Corriere della Sera préférée du mardi. Ça va l'être, ça va l'être. Il y a donc Claudio, donc je vous tiens là-bas juste un moment pour diffuser les verbes, comme l'assesseur le disait, là, plus célèbre que moi. En vrai, la parole aux jeunes, je vais vous l'expliquer à la fin de cette rencontre, comment on veut leur donner la parole. On va parler avec des personnes qui travaillent avec les jeunes et qui essaient de nous transmettre les difficultés des jeunes. Quelles sont les difficultés? Ça a été très, très beau de vous avoir écouté. Je vais quand même vous tenir sous l'œil, mais pour l'instant, je vous remercie et je vous demande de nous écouter. Avec moi dans cette scène, merci aux assesseurs Bolognini pour cet hors-programme. Stefano Gheno, qui est le président du CDO œuvre sociale, Alberto Bonfanti, qui est le président de Portofranco. Voilà, Alberto Bonfanti. Le docteur Daniele Lucangeli, qui est professeur de psychologie du développement et de l'éducation à l'université de Padoue. Dario Di Freddi, qui est le président de la Place des métiers et le président du consorce École Travail. Et Don Claudio Burgio, déjà vous le connaissez. Avez-vous votre microphone? Pardonnez-moi, je vais supporter aussi. C'est notre chef. Ils nous disent que non, la soirée, on n'a rien compris, donc elle doit où s'asseoir. On va commencer. Stéphane, je vais te demander de introduire, parce que tu as construit ce panel, et donc de nous raconter pourquoi nous sommes ici et pourquoi on veut parler de ce thème. Merci. Merci, et tout d'abord, merci à tous d'être ici. Manifestement, l'exigence de déplacement, le fait que vous soyez déplacés, montre combien cet argument est central dans notre vie à tous. La difficulté d'être jeune, c'est un titre qui n'est peut-être pas immédiat. Moi, je parlerais plutôt de la difficulté d'être âgé parce que je suis à la... Le coup de théâtre organisé par l'assesseur a été imprévu, mais je suis content parce que ça donnait une dynamique. Comme ça, si on pense que tout est organisé à l'avance, vous allez voir que c'est pas vrai. Alors, pourquoi est-ce que ce thème est important pour nous? Parce que depuis plusieurs années, dans beaucoup d'actions sociales qui s'occupent de l'éducation, il y a un cri qui se dégage, un cri d'alarme. Beaucoup de personnes, je dirais que le père Claudio est l'un de ceux-ci, c'est lui qui nous a un peu incité à faire cela parce qu'il dit « Moi, je fais ce travail avec des jeunes depuis des décennies, mais il me semble, je ne suis plus sûre que ma manière d'être avec eux et leur manière d'être avec moi soit encore ce qui fonctionne, ce qui convient. C'est comme s'il y avait un changement. » Et ça nous a beaucoup provoqué, ça nous a interrogés. Et ça nous a mis dans une situation d'écoute. Et je vais dire maintenant les 3 points qui nous ont aidés à lire un peu cet aspect. C'est que, tout d'abord, en 2007, les frères Cohen ont fait un film qui s'appelait « Ce n'est pas un pays de vieux ». Et aujourd'hui, on pourrait dire « Ici, ce n'est pas un pays pour les jeunes ». Les jeunes sont, comme cela n'a jamais été le cas dans l'histoire, la minorité absolue dans notre pays, en Italie. Donc ça n'est pas banal. On a ici un homme politique aussi, parce que vous comprenez bien que les politiques, on les fait pour les majorités, pas pour les minorités. Et ici, nous ne sommes pas dans un pays pensé pour les jeunes. Nous sommes dans un pays dans lequel il y a peu de jeunes. Ils sont moins nombreux que toutes les autres classes d'âge. Et
cela provoque quelque chose que le pape François a qualifié de changement d'époque. Cette donnée objective qui est significative déjà par elle-même, parce que vous savez que l'Italie a le taux de natalité le plus bas au monde, mais le monde entier change. Le monde n'est plus celui d'avant. Et très souvent, comme nous le rappelait aussi l'assesseur, que nous avons tous un certain âge, même si, à l'exception de les deux femmes ici présentes qui ont moins de 30 ans par rapport à nous, mais nous essayons tous de nous en sortir avec ce que nous savons déjà. On a toujours fait comme ça. Le conflit générationnel, etc., ça a toujours existé. Et nous savons très bien, et Daniela le dira après, ce n'est pas vrai que c'était toujours comme ça. Les conditions ont empiré de façon exponentielle au cours des dernières années. Troisième et dernier point, parce que je ne veux pas voler du temps aux intervenants qui ont des choses plus importantes que moi à dire, mais bien souvent, ce changement d'époque, d'un point de vue humain, d'un point de vue de la personne, nous semble être en réalité accompagné par un changement anthropologique. Ce n'est pas seulement un problème d'incommunicabilité entre jeunes et adultes, de conflits intergénérationnels. Ça, c'est évident que ça a toujours existé. Ça fait partie de la nature de l'homme d'évoluer, et donc c'est normal. Mais ce qui nous semble, c'est qu'aujourd'hui, c'est le fonctionnement qui est différent. Et cela, ça nous enlève beaucoup de codes de communication et beaucoup de ressources aussi d'un point de vue éducatif. Alors, je suis convaincue, en tant que compagnie des œuvres, qu'il nous faut assumer une nouvelle attitude, une attitude de demande, pas de réponse, de questionnement. Nous qui sommes âgés, nous sommes très doués pour les réponses, mais quelqu'un nous a appris qu'une réponse donnée à une question qui ne se pose pas est totalement inutile. Alors je crois qu'il faut repartir des questions, et pour ça, il faut se mettre en position d'écoute et d'attention avant le jugement. Je ne dis pas que le jugement n'est pas important, mais je dis qu'il faut commencer par regarder et ensuite juger, écouter et ensuite juger. Et avec un peu de sympathie et d'éducation. C'est pour ça que j'ai tant apprécié l'initiative de l'assesseur. Nous allons vous raconter ensuite ce que nous avons pensé pour donner une place concrète, pas seulement sous forme de bavardage, à cette forme d'écoute et de questions. Et je rends la parole à Elisabetta, que je remercie infiniment pour sa disponibilité à nous guider dans ce débat. Et je me tais. Merci Stefano. Donc, partons d'une écoute renseignée. Donc, je vais demander à la professeure Lucangeli, qui est bien renseignée sur cela, qui peut nous aider, de nous aider à delinéer ce phénomène avec des données et des éléments pour comprendre la réalité dont on veut parler. Tout d'abord, merci pour cette opportunité. Je veux désobéir. Juste un moment, je fais référence à Giovanni et à Gabriele, aux jeunes, parce que ces données assument une signification, un sens différent si je réponds à Giovanni et Gabriele. Donc, je voudrais donner une réponse à la question qu'ils ont fournie. Si on veut trouver du bon à ceux qu'on écrit, ils nous ont répondu depuis ce soir. Je veux prendre cette nuance pour dire quelque chose en tant que studieuse. Il est vrai que notre présent est conditionné par deux éléments. L'un de ces éléments, c'est le passé, ce qui s'est déjà produit. Et cela nous mène envers le présent, envers tout ce qui est dominé par le passé, tous les éléments qui vont amener le présent. Mais le présent n'est pas seulement conditionné par le passé, mais aussi par l'avenir, parce que l'avenir a quand même le pouvoir de déterminer l'aujourd'hui, parce que cela détermine où
l'avenir peut engendrer. Si on arrête d'avoir cette force psychique existentielle, ce ne sera pas difficile pour le jeune de vivre, mais ce sera difficile d'exister parce que cela manque le processus du début qui est le processus d'évolution, de dynamique envers le meilleur. Donc, je veux résumer. Qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie? La pandémie, il s'est passé quand il y a une tempête. Ce n'est pas la pandémie à avoir provoqué ce mal-être qui nous implique, jeunes, personnes âgées. Mais c'est le fait que la pandémie, quand la tempête est arrivée, la mer, et tout le monde peut le témoigner, la mer a amené dans la plage tout ce qu'on avait jeté dans la mer. Donc, on avait jeté beaucoup de déchets dans la mer. Donc, on n'a pas vu des coquilles, des créatures vivantes dans la mer. On a vu beaucoup de plastique et beaucoup de déchets dans la mer. C'est qui se passe pour ceux qui ont amené, pour ce qui s'est arrivé avec la tempête et la pandémie. On avait inséré dans notre système éducatif beaucoup de déchets, beaucoup d'états de tension, d'états de non-solution. Donc, nous, les éducateurs, on n'a pas vu une vision d'avenir. On est habitué à réagir en nous basant sur des mémoires du passé. Et c'est vraiment contre la phylogénèse, c'est contre nature pour lesquelles notre devoir serait la vision de l'avenir. Donc, les mémoires devraient donner devraient être des racines, devraient ouvrir l'espace pour le mouvement. Autrement, on est des conditionnateurs et pas des éducateurs. Et éduquer à partir des racines, ça veut dire faire sortir ta nature la meilleure. Ça veut dire donc que pour moi, selon moi, se retrouver dans un contexte de ce genre en meeting, comprendre ce que ça veut dire le like care, qui n'est pas le je te soigne. On doit bien comprendre cette notion sur ce thème-là. Ce n'est pas « je te soigne et tu es le sujet de mes soins ». Mais Don Milani, il a dit « toi, sujet, je tiens à toi, tu es dans mon cœur ». C'est vraiment l'attitude qui donne lumière et qui fait sortir le toi. Et moi, je suis l'outil éducatif pour que tu puisses aller envers l'avenir, non pas pour que tu puisses porter avec toi le poids des mémoires et des structures qui ont fait, disons, qui sont allées contre leurs blessures. On veut parler de quelques données. On était habitué, jusqu'il y a quelques temps, à diviser entre les personnes qui étaient malades, qui étaient pas bien, et les personnes qui allaient bien. Et qui étaient pas bien avaient des facteurs qui nous faisaient hurler sur celles qui sont les conditions qui ne devraient pas exister, c'est-à-dire le désir de ne plus vivre de nos fils, des enfants. Mais toutes ces choses-là, si je regarde au congrès que je faisais avant la pandémie, je les appelais avec des étiquettes comme la pandémie des dérangements de l'humeur, parce qu'il y avait des signaux où nos fils avaient, par exemple, une école qui était dominée par toutes les notions cognitives qui étaient sourdes sur le sentir de l'esprit. Et donc, un système éducatif qui était vraiment déchiré dans un avenir qui pouvait être, au contraire, désirable. Donc, on était habitué à des conditions critiques, mais qui étaient restées quand même les mêmes, mais qui ont augmenté de nombre. Et tout cela implique une condition d'autodestruction telle que l'autolésionnisme, donc les jeunes qui se font du mal, les jeunes qui se renferment dans les maisons, les jeunes qui font de l'automutilation, qui arrêtent de désirer de sortir avec les autres personnes, les autres jeunes, ils sont donc considérés disons que c'est presque normal que cela se produise dans notre famille ou dans la famille d'à côté. Mais à côté de cela, il y a une normalité. J'entends votre respire, le silence du respire. Mais il y a une normalité
qu'il faut regarder. On doit être honnête. Je vous donne les données de la, entre guillemets, normalité, donc des fils qui ne sont pas à risque. L'émotion la plus perçue, c'est la normalité dans ce cas, et l'émotion, c'est le stress. Donc, l'émotion qui dure le plus long possible, c'est l'anxiété. L'anxiété est accompagnée par des conditions de solitude. Donc, les jeunes se sentent pas compris et seuls. Et ils se trouvent dans une ère où il y a une forte connexion digitale. Donc, la solitude fait partie, c'est une expérience de tout le monde. Ensuite, il y a des émotions qui sont plus liées à une condition qui est de lire. Lire, c'est une condition de criticité parce qu'elle est continuelle, parce que cela peut provoquer aussi de l'apathie. Donc, ne plus désirer rien qui pourrait être désirable. Donc, cela donne l'impression de ne plus avoir de souffle. Donc, si je fais le raisonnement que je vous ai proposé, je me demande quel est l'avenir que je désire. Je désire un avenir où les fils de mes fils, les fils de mes fils de mes fils, l'avenir de tout le monde, soit dans une condition où il y a l'anxiété, la solitude dans les relations, les problèmes à l'école, pour ayant toutes les possibilités d'être dans un monde qui est interconnecté et constamment être dans une condition, d'une quelque manière, quand même incapable de vision de son propre bien, d'un meilleur bien, à travers les figures qui, grâce à la nature, nous serrons des outils pour améliorer notre monde. Non, je ne désire pas cela. Les jeunes sont un peu paralysés par cela. Je veux un monde différent, un monde dans lequel je peux m'assumer mes responsabilités. Et je veux le dire en toute honnêteté, je n'ai jamais rencontré Don Giussani, donc je n'ai pas le réverbère de son message. J'ai lu ce qu'il a écrit. Mais ce que je sens, c'est que ce temps est bien plus proche aux limites et il a bien besoin d'un message de « lève-toi et marche », d'un besoin qui puisse avoir le désir de l'avenir dans un monde où le je, le moi, est de la paix pour chacun et pour tout le monde. Et l'interconnexion ne devrait pas être un artifice, mais cela devrait être toi, tu es pour moi quelque chose qui est vraiment dans mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci parce que le cadre donne des traits d'une réalité avec laquelle tout adulte, éducateur, professionnel se confronte tous les jours. Donc, Claudio Burgio, je voudrais vraiment repartir par cette idée, par l'idée des jeunes normaux, parce que la chose la plus inquiétante des données de la professeure Lucangeli nous a parlé, la normalité est maintenant le fait d'avoir des situations d'anxiété, des difficultés, de manque d'envie de se projeter dans un avenir. Comment sont les jeunes que tu rencontres et auxquels tu essaies d'être à côté? Alors, merci pour cette invitation. Je suis heureux d'être ici avec vous. L'urgence éducative, ça fait des décennies qu'on en parle et je pense que l'histoire de l'homme est toujours une urgence. Mais peut-être que dans cette période, c'est particulièrement évident. L'urgence éducative, il faut la lire sous un jour différent, pas comme quelque chose de négatif, comme une crise qui alimente un pessimisme éducatif, mais comme une occasion, un kairos, c'est-à-dire une possibilité. Parce que l'urgence, qu'est-ce que ça signifie? Faire émerger, ça veut dire rendre visible ce qu'on n'a peut-être pas voulu voir pendant des décennies. Et donc, c'est mettre au jour ce qu'on ne peut pas regarder, ce qu'on ne peut pas entendre, ce que les générations adultes ont mis de côté. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, je vis avec des jeunes qui, sous leur manière violente, malheureusement, destructive et parfois autodestructive, mais ils nous parlent à nous adultes.
Zacharias, c'est un de mes jeunes les plus débattus du mouvement. Il fait partie d'un baby gang et dans une de ses chansons trap, il me dit « Je ne sais pas te dire je t'aime parce que personne ne m'a appris à le dire ». Donc, de cette manière simple, il dit quelque chose d'important parce que certains pourraient dire ici « Nous, on a aimé nos enfants ». Des parents me disaient « Moi, je n'ai jamais laissé mon fils manquer de rien ». Mais c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Parce que la contestation la plus forte que certains jeunes que je rencontre nous renvoient, c'est précisément cela, que nous sommes dans un conformisme, une culture de la possession, où domine la dictature du profit. Tu as de la valeur si tu obtiens des résultats. Mais nos jeunes nous disent que ce n'est pas la seule perspective de vie. Ils ne se trouvent pas, eux, dans cette perspective. Et c'est pour cela qu'ils fuient ou qu'ils contestent l'autorité. Si alors l'autorité devient tout simplement l'exercice despotique du pouvoir de manière répressive, de confinement, d'exclusion, alors c'est évident que le bouillonnement auquel nous assistons en ces derniers temps devient éclatant et tragique parfois. Alors, je pense que le témoignage, c'est la plus belle forme et celle qu'écoutent le plus les jeunes. L'autorité en tant que témoignage. Donc, il faut que le monde adulte s'interroge et reparte de ce « viens et vois ». Viens et vois, c'est la phrase typique de celui qui propose quelque chose d'inédit. On ne sait pas quel est le parcours et on marche à côté. Pour moi, l'éducation, c'est paideia, c'est-à-dire marcher à côté des jeunes que je rencontre, sans avoir de certitude absolue, sans formule magique. Parce qu'on a toujours fait certaines choses de certaine manière, et alors il faut continuer comme ça, etc. Je pense que la société et la culture sont interpellées par ces jeunes. Et l'Église aussi. Moi, je suis prêtre. Je dois faire mon autocritique, mais l'Église doit se remettre sur le chemin. Il ne suffit pas de faire des lieux clos, protéger une certaine forme de pastoral, une certaine forme de communication de la foi dans des environnements très fermés, très clos. Il faut recommencer à se confronter à la réalité de ces jeunes. Et la réalité, souvent, elle est difficile à déchiffrer. Nous ne pouvons pas la décodifier toujours par nos catégories interprétatives. Ce que j'essaye de vivre chaque jour, c'est de me mettre à l'écoute de ce qui est nouveau, de ce que je n'arrive pas encore à expliquer aujourd'hui, ce qui représente pour moi quelque chose d'inattendu. C'est sûr qu'on pourrait dire le phénomène de la musique trap, pour moi, ce dernier temps, c'est quelque chose qui m'a approché. J'ai été définie comme le prêtre des trappeurs. Alors, il ne faudrait pas exagérer. Mais le problème, c'est ça. Qu'est-ce que nous dit ce type de musique? Pourquoi cette forme de musique pénètre autant et va à la rencontre du goût des jeunes qui ont connu une expérience de normalité, même de ceux qui ont été bien entourés et qui n'ont pas les difficultés de certaines générations, mais qui sont nos enfants. Comment est-il possible que ces enfants, que ces chansons, les touchent et de façon si forte? C'est une question, je n'ai pas de réponse comme d'habitude. Je me trouve moi aussi face à une interrogation qui m'interpelle chaque jour. Et je pense qu'aujourd'hui, la manière d'être de l'adulte doit avoir le courage de surmonter la peur de ne plus parvenir à contrôler, la peur de ceux qui ne savent plus affronter ces générations. Il faut bien dire la vérité, il faut redevenir des adultes courageux. Courageux, ça signifie que l'on sait vraiment se placer aux côtés de cette génération sans la juger, mais en essayant d'apprendre de ces jeunes. Parce que sous leur forme souvent violente, je le répète, mais en même temps, ils nous mettent en crise.
et ils mettent en crise notre culture, celle qui repose sur la prestation, le monde de l'école. Il ne s'agit pas de culpabiliser l'école et les enseignants. Il y a toujours cette méthode qui veut toujours trouver des coupables. Mais il faut bien dire que l'école est le temple de la prestation. Et la note, c'est le symbole d'une culture didactique aussi. Donc ces jeunes, ils ne le supportent pas, ça. Beaucoup de jeunes ne le supportent pas à cause de tous ces phénomènes qu'on étudie et qui manifestent un changement sur différents plans. Donc je pense que nous devons avoir le courage de relever des défis nouveaux. Je le dis au monde de l'école. Dans la communauté que j'anime, nos jeunes ne trouvent pas d'école. C'est très compliqué. Porto Franco, qui est une association de soutien scolaire, m'a beaucoup aidé. Les lycées professionnels éventuellement, mais c'est très difficile d'insérer nos jeunes dans des parcours didactiques parce qu'il y a un programme fixé, il y a des codes de comportement qu'il faut respecter et il n'y a pas le défi de la liberté. Dernière chose que je voudrais dire, il faut recommencer à avoir la passion pour l'homme. Et dans le contexte de ce meeting, il faut bien le dire, la passion pour l'homme, pour ce que nous avons d'humain, pour ce que l'homme produit dans ses expressions les plus jeunes aussi. Tout cela nous met en discussion et aussi dans une attitude, en ce qui me concerne, d'espoir, d'espérance. Voilà ce que je voudrais dire. L'urgence, c'est un symptôme d'espérance. Ce n'est pas seulement quelque chose de négatif. Merci, donc Claudio. On va en reparler parce que tu dis à un certain moment que les jeunes nous mettent en crise. Et je me demande toujours si ce sont les jeunes qui nous mettent en crise ou ce sont nous-mêmes qui sont déjà en crise. Donc, nous nous rendons la vie encore plus difficile aux jeunes pour s'exprimer, pour se sentir compris et protégés. Dario Odifredi, président de la place des métiers et éducateur pour sa passion. Tu te connais à partir de ton expérience que tu vis tous les jours avec tes enfants, avec tes jeunes. Tu vois leurs difficultés, leur immobilisme, un peu comme s'ils étaient bloqués par leur peur, leur difficulté de se présenter, de se faire aimer, accepter. Oui, je vais partir de la dernière chose que tu viens de dire qui est très intéressante. Le thème, ce n'est pas que nous, les adultes, nous avons perdu l'espérance et le désir. Ça, c'est un thème fondamental dans la dimension éducative. Moi, je termine toutes les rencontres que nous faisons entre vieux où l'on parle des jeunes de façon abstraite. Moi, j'ai à l'esprit, quand je parle Marco, Aziz, Ahmed, j'ai en tête des jeunes. Nous, quand on parle de catégories abstraites, le chômage des jeunes, etc. Mais moi, je conclus toujours en disant, cela suffit de continuer à répéter, que les adultes continuent à répéter, vous allez vivre de façon pire que vos pères. Ça suffit. Relevez le défi et acceptez de vivre mieux. Oui, vous vivrez, vous serez précaire, vous n'aurez pas de retraite. Donc, un manque d'espérance. Au lieu de défier la responsabilité des jeunes et essayer à l'accompagner, à construire ensemble un parcours, on se bloque. Un jeune de 16 ans a une rencontre avec des hommes politiques. Il y en avait un qui avait amené son fils de 16 ans. Alors moi, j'étais un peu attendrie par ce jeune parce qu'on parlait de quelque chose de très compliqué. Lui, il ne savait pas où regarder. Alors j'ai commencé à discuter avec lui et je lui ai dit, « Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je vais au lycée. « Qu'est-ce que tu penses de ton avenir ?» Et je me fais beaucoup de soucis parce que je pense à la précarité. À 16 ans, moi, je lui ai dit de façon moins correcte, mais je lui dis, on pense aux papillons dans l'estomac quand on tombe amoureux, à la première fille qu'on aime, à ce qu'on voudrait faire quand on est grand. Non, moi, la précarité. Cette tragédie, c'est impressionnant. Tout le défi porte sur le désir. Moi, j'ai 60 ans, mais moi, j'ai un désir aussi puissant que celui que j'avais à 14 ans. Je suis aussi passionnée que je l'étais à 14 ans, pour beaucoup de raisons que je ne peux pas vous raconter maintenant, mais surtout,
une raison. J'ai toujours trouvé quelqu'un dans la vie qui m'a embrassée, qui m'a serrée dans ses bras tel que j'étais, pas comme je devais être. Sans retenue, sans mesure. Et je vais citer des exemples parce que pour moi, c'est plus facile et comme ça, on comprend mieux. On faisait un parcours pour un groupe de cancres parce que il y avait des journaux qui disaient les professeurs ne veulent plus aller en cours s'il n'y a pas les gendarmes. Alors, on est allé avec ces jeunes, des jeunes du collège qui avaient fait des choses graves. C'était vraiment des cancres, des délinquants. Et ils arrivent chez nous et ils commencent dès le premier jour à mettre le bazar. Et l'enseignant les rappelle à l'ordre et leur dit « Je vais vous mettre une observation ». Quoi? Vous nous mettez une observation? Mais moi, je tue les gens et tu vas mettre une observation. Mais à un moment donné, un de ces jeunes, de ces petits taureaux, a dit « Non, mais ici, personne ne dit rien de bon sur nous. » Alors, l'enseignant, là, tout d'un coup, il a eu le déclic éducatif. Il a dit « Tu as raison. À partir de demain, sur le cahier d'appel, on va écrire une chose bonne que chacun d'entre vous a fait. Et vous allez m'écrire à le faire. » Et le lendemain, on aurait dit des enfants de cœur. Tout avait changé. Vous comprenez que le défi éducatif, ça veut dire te mettre à regarder. Regarder l'autre qui est face à toi. Je vais citer un autre exemple typique de notre génération. Il y a le tableau numérique. Je parle de il y a 10 ans, lorsqu'on avait les premiers tableaux numériques. Alors, toutes les classes étaient tapissées de tableaux numériques. Les enseignants ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Dans une classe, à chaque fois qu'un professeur essayait d'utiliser le tableau numérique, ça ne fonctionnait pas. Alors, un technicien qui était là, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Il dit « Je vais acheter une coupe. » Et le lendemain, il a dit « OK, vous avez gagné, vous êtes les meilleurs. On ne va pas faire la compétition avec vous, on ne va même pas jouer. OK, vous savez détraquer un tableau numérique. Mais pourquoi, au contraire, vous ne nous aidez pas et vous apprenez à nos professeurs à le faire et comme ça, on va tous faire cours bien mieux. » Et alors là, tout a changé. Je vais m'arrêter avec les exemples, je pourrais en citer des milliers. Mais le premier thème, c'est oui, on voit une faiblesse, mais cette faiblesse, il faut la défier en l'embrassant et en l'appelant à la responsabilité. Nous avons commencé à vaincre quand l'un de nos jeunes a dit, avec cette phrase très belle de l'ancien slogan de L'Oréal, « Moi, je vaux, parce que je le vaux bien ». La fragilité, bien sûr, elle a grandi dans le temps, on la voit grandir, mais ce qu'il y a de plus important, c'est pas de leur enseigner à faire quelque chose. Ce qu'il y a de plus important, c'est qu'ils doivent penser que dans leur vie, ils ont de la valeur. Et ça vaut pour moi. Moi, j'ai de la valeur. Quand tu dis « je vaux quelque chose », tout recommence. Comme le dit une poésie d'une de nos élèves, parce que je ne peux pas vous lire tout entière, parce que je passe mon temps à la lire, mais c'est vrai parce que je l'aime. C'est au point que quelqu'un peut commencer à dire « ma vie n'est plus un mal, mon avenir n'est plus une tristesse. Il ne me reste qu'un souvenir amer, mais c'est un temps oublié, un temps passé. » Parce que quelqu'un, en m'embrassant avec un désir de bien, peut défier l'avenir. Et ça, c'est ce qui nous appelle à changer aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que notre école est très belle, notre école professionnelle, etc. Mais au mois d'octobre, je vais recommencer à faire cours après tout ce que j'ai fait parce que je veux mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Merci. Merci. Et Alberto Bonfanti, Porto Franco, l'association des soutiens scolaires. Cette œuvre très grande qui implique les jeunes et qui les aide aussi. Qu'est-ce que vous voyez de votre position? Vous voyez cette fragilité augmentée par le Covid, la difficulté des adultes qui n'arrivent pas à donner des réponses ou la difficulté des jeunes qui ont du mal à ne pas regarder vers la bonne direction?
Alors pour commencer, je suis très heureux et reconnaissant de cette invitation et je suis très heureux d'enseignant depuis 35 ans et d'être avec les jeunes parce que ça aide à être jeune. Donc malgré mon âge, j'ai encore une attitude de jeunesse et je suis heureux de ça. Et puis je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant par tous nos amis, que l'urgence éducative, c'est avant tout un grand défi, une grande occasion. Et je voudrais commencer en disant que notre association Porto Franco est partie de l'idée que le premier sérieux que les jeunes doivent avoir, c'est face à leur première réalité qui est l'école. Donc Porto Franco se trouve à Milan pour commencer, mais dans beaucoup de villes, et il est né de cette passion des éducateurs pour des jeunes qui voulaient les aider et les accompagner dans leurs premières difficultés, parce que tous les malaises partent de malaise dans les familles ou dans le malaise de ne pas réussir à se réaliser dans le premier domaine qui est l'école. Alors, pour parler des jeunes, j'ai été très frappée de ce qu'a dit le pape aux jeunes lors du lundi de Pâques. Il a dit aux jeunes, « N'ayez pas peur de dire vos peurs, n'ayez pas honte de dire vos peurs, parce que les jeunes ont peur et ils ont honte de dire leurs peurs. » On a parlé de l'anxiété, de la solitude. Je n'oublierai jamais, ils ont peur de dire leurs faiblesses, leur fragilité, même leurs drames. Je n'oublierai jamais une jeune fille, j'enseigne dans un lycée scientifique à Milan, et une élève qui était libre du collectif. Elle était leader, sa mère est morte et personne ne le savait alors qu'elle était sur tous les réseaux sociaux. Il n'y avait qu'un de ses camarades de classe qui le savait. Et ce jour-là, il y a eu 2 cas comme ça. Et j'ai dit aux jeunes, mais comment c'est possible? Vous êtes amis et vous ne vous dites pas ça? Et ils ont dit, on ne veut pas qu'on ait pitié de nous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette expression, ne pas vouloir qu'on ait pitié de nous? On ne veut pas être défini. Ils ne veulent pas être définis par leur fragilité, par leurs difficultés. Et surtout, comme l'a dit le pape, il ne faut pas avoir honte de ses faiblesses. Il faut les dire à quelqu'un. Il faut avoir un père, un ami pour ça, auquel on puisse dire et qui puisse les accueillir parce qu'il n'a pas peur de ses peurs. C'est pour ça que je pense que ce qui est essentiel, on l'a déjà dit, je vais le dire par une expression qui m'a beaucoup frappée et qui a été dite par un ami prêtre qui s'appelle le père Gino Rigoldi. Chapeau d'ailleurs pour la rencontre, l'émission de foot avec un présentateur qui s'appelle Bobo et qui a 80 ans, vit encore avec des jeunes. Donc ça veut dire que la question éducative n'est pas même aux 82 ou 83 ans, hein, parce que oui, il a eu 80 ans, il y a eu la fête il y a déjà quelques temps. Et il vit encore avec 15 jeunes. Et on voit que la passion, c'est la grâce du Christ qu'il a rencontrée. Et il dit, j'ai vu beaucoup de générations de jeunes, violence, sexe, idéologie, mais les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'un père, disait ce prêtre. Ils ont besoin de personnes qui vivent une expérience positive de la réalité et qui, à partir de cette expérience positive de la réalité, la communiquent. Ils accompagnent les jeunes dans cette aventure. Et en accompagnant les jeunes, ils grandissent eux-mêmes. Parce que le pape, dans ce magnifique discours du lundi de Pâques, a dit aussi, mais vous, les jeunes, vous avez quelque chose de plus que les adultes, que nous perdons souvent en tant qu'adultes. Vous avez le flair pour le vrai. Le flair pour le vrai. Et c'est vrai. Ils ont le flair, c'est-à-dire qu'ils savent, ils mesurent au sens positif du terme, l'adulte qu'ils ont face à eux. Ils savent si on est avec eux parce qu'on veut les endoctriner, parce qu'on a un projet, même bon, sur eux. Et les jeunes, ils sont allergiques à ceux qui veulent leur dire ce qu'ils doivent faire.
Ou alors, ils repèrent si on est avec eux parce qu'on les aime. Et parce qu'en les aimant, on s'aime soi-même. On grandit soi-même. On est dans cette étreinte, dans cet embrassement. Je disais tout à l'heure que j'ai eu la chance de connaître personnellement Don Giussani. Pourquoi est-ce qu'il a fait autant? Pourquoi est-ce qu'il m'a capturé? Parce que quand il parlait, moi, je buvais tout. Au point que lui, qu'il soit fatigué ou pas, il se reprenait physiquement. C'est-à-dire qu'il n'avait plus l'air fatigué. Et c'est pour ça les jeunes, ils ont un flair. Ils ont un flair pour percevoir si ils se trouvent face à quelqu'un qui fait une expérience positive et qui est avec eux par amour, pour se communiquer, pour faire sortir, faire émerger de la positive qui est là. Les jeunes ne sont pas des vases à remplir, mais des feux à allumer. C'est notre slogan à Porto Franco. Ou bien ils perçoivent si on veut les exploiter, si on veut les profiter d'eux. Et le pape concluait en disant, vous avez le flair, et alors adhérez, suivez ceux dont vous découvrez qu'ils vous fascinent. N'ayez pas peur, parce que l'autre peur des jeunes, c'est de se lier de façon stable. Tout est dans l'instant. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur de se lier de façon stable? Parce qu'ils ont fait l'expérience, parfois même dans leur famille, que c'était douloureux. Donc il y a besoin d'adultes, comme nous l'a dit le cardinal Zuppi, à la rencontre des bénévoles de Porto Franco au mois de juin. Il nous a dit que nous avons besoin d'adultes qui accompagnent de façon stable, patiente, sans mesurer, qui relancent constamment pour que se dégage le bien de chacun de ces jeunes. Merci Alberto. En essayant de redonner la parole aux jeunes, même si cela émerge toujours plus à partir de toute intervention de ce matin, que la difficulté, c'est vraiment à partir des adultes. C'est nous qui sommes en crise, les adultes. Mais pour revenir un moment aux jeunes, là, pour leur donner la parole, je demandais à la professeure Luca Angeli, pouvez-vous nous aider à lire, à nous raconter quelque chose des conversations que tu as recueillies? Je le fais vraiment volontiers, mais très librement. Il y a eu un temps où j'étais un Asperger pas compensé. J'étudiais juste pour les compétences des sciences et je le faisais avec une honnêteté vraiment forte. Mais après, j'ai rencontré tous les amis de ce groupe de Padoue qui aidaient les jeunes et m'ont mis face à un jeune qui s'appelait Natacha, qui face aux difficultés de la vie, elle aspirait la cocaïne parce qu'elle avait des systèmes, des circuits qui donnaient du bien-être physique du moment. Pourquoi je vous parle de cela? Vous avez parlé de regard, des étreintes, et donc moi, en tant que personne qui a beaucoup étudié, je voudrais vous faire une expérience de 30 secondes. Donc, regardez les uns les autres au moins pour 15 secondes. Regardez-vous dans les yeux. Nous aussi, on doit le faire, cette expérience. Essayons-la. Voilà. Après avoir fait ça, défiant, parce qu'il faut qu'on ait encore la passion pour l'homme, pour l'humain. Et l'humain est quelqu'un qui a fait en chair. Donc, défier le Covid, parce que, essayez de ne pas respirer. Donc, serrez la personne qui est à côté de vous. Donc, faites expérience de l'étreinte. Je suis en train de perdre le contrôle de ce dialogue. Bon, c'est bon. Arrêtons les étreintes.
Maintenant, c'est fini. On peut... Bon, c'est l'espoir, c'est l'espérance qui est en conclusion du meeting. Maintenant, en vous regardant, d'où on est nous, là, maintenant, on vous voit encore plus sain, d'être encore plus beau parce que le cerveau, qui n'est pas un organe, c'est une structure qui est issue dans le corps jusqu'au bas lieu de la peau, qui est vraiment dans la peau à travers des neurones spéciaux qui sont les 6 selles. Et c'est un cerveau, votre cerveau, qui a senti d'être bien. Parce que il y a eu des facteurs qui sont le regard, le fait de toucher et le regard qui donnent au cerveau des pulsations de la bonne humeur. Donc nous, on a bloqué les choses qui font du bien, qui sont se regarder, le fait de te toucher, je te tiens en cœur. Mais à la place de ça, on s'est reconnu, on s'est connecté de manière artificielle. Pensez que 30 secondes d'étreinte commandent au cerveau la cytocine, parce qu'on a besoin de récupérer ces universels d'espèces qui sont ceux qui nous semblent miraculeux, parce qu'on dit « il m'a regardé, il m'a accueilli, il m'a étreint ». C'est vraiment selon cette nature, selon la nature qu'on a été conçu de cette manière. Mais si on perd tout cela, si on replace à la caresse avec tous ceux de malicieux qui entourent tout l'autre, alors le circuit du cerveau va être vraiment mal. Je veux vous résumer une solution d'un autre Giovanni, qui n'est pas Giovanni qui est avec nous, mais on a un autre Giovanni, un jeune de 17 ans. Je reçois beaucoup de courriers, beaucoup de mails de beaucoup de personnes dont je ne connais pas le visage, dont je connais rien. De plusieurs jeunes qui trouvent... Et il me tremble la voix quand je parle avec eux parce que il n'y a pas que mon témoignage. Oui, je me mets là en première personne, mais Giovanni m'écrit, par exemple, après avoir lu l'un de mes livres où je parlais de la solitude, où je parlais de la publicité, de la particule de sodium. Et il m'écrit « Professeur, je n'en peux plus, je me sens seul entre beaucoup de seuls, seul comme cette particule de sodium dispersée dans l'eau. Il y a quelqu'un, elle se demande, je me sens ainsi, seul, assoiffé de joie à partager. Mais pourquoi? Parce que l'histoire vampiresque des adultes a transformé l'école en quelque chose de vide et quelque chose, les affections avec des cactus. Et ils me font des PDP, donc des programmes spéciaux, parce qu'ils me voient différent des autres. Donc pas pour arrogance, mais pour apnée, je veux vous donner des suggestions pour vous et pour les savants, et il me dit trois choses. Fabriquer des pilules de joie en paroles, œuvres et omissions. En paroles, revenez à dialoguer avec ceux qui sont dans le monde. Recommencez à vivre avec ceux qui vous faites naître et enlever le poids de leurs ailes. Et vous, prof, avez-vous des suggestions qui sont meilleures? En résumé de cela, je suis resté sans mots, parce que fabriquer des pilules de joie, si je vous disais ce que la joie fait dans le cerveau incarné, comme cela engendre le pic qui active la passion, parce que nous, on n'engendre pas la joie. Et si on n'engendre pas de joie, cela signifie qu'on doit s'assumer nos responsabilités, parce que dialoguer avec nos enfants, ça ne veut pas dire où es-tu allé, quelles sont les notes que tu as prises à l'école. Ce n'est pas de continuer à leur demander ce qu'ils font. Donc la proposition que Giovanni nous fait, c'est de dialoguer. Dialoguer, moi et toi.
toi et moi, toi et toi. C'est l'engendrer le nous. Et cela a besoin du regard, parce que le cerveau, depuis toujours, règle le nous avec le regard, avec la proximité, dans laquelle, même le regard de Don Giussani t'a dit que c'est vraiment ton monde entier, et qui te dit, tu es vraiment dans mon cœur. Et tu n'es pas parfait dans cette école, tu n'es pas parfait dans le monde, mais je te tiens dans le cœur. Et le fait même de le sentir, cela modifie même la perception du cerveau, et l'autre personne peut le percevoir vrai pour lui, parce qu'ils sont dans un âge qui, depuis millions d'années, ont la tâche, le devoir de reconnaître l'authenticité de la voie à parcourir. Donc ce n'est pas une question de surface à raisonnement. C'est une loi selon on a été dessiné. Un merveilleux dessin fait de âme et corps. En résumant, en parlant des omissions, quand j'ai commencé avec le discours des mémoires, je ne l'ai pas commencé par hasard. Nous, on va alourdir leur vol avec toutes nos anxiétés, préoccupations, faiblesses, vulnérabilités, incompétences et je voudrais dire aussi des comportements enfantins, sans jugement. Mais nous, surtout, on juge, on n'aide pas. Nous sommes de quelque manière tombés dans cette erreur fondamentale dans laquelle corrige implique le fait de juger, alors que corrige veut dire aider. Le jugement, c'est le plus pervers, le pervers fait mental où on reçoit de la douleur et on n'arrive pas à ne pas l'émettre. Donc, je devrais vous expliquer qu'est-ce que sont les neurones, un miroir, pourquoi cela arrive. C'est un début. Il y a une science à notre service qui est capable de nous faire comprendre pourquoi, en ce moment, nous avons tous la possibilité de fermer ce petit lit paralytique où on est emprisonné toujours dans ce mécanisme mental et décider que la liberté, ce n'est pas seulement un mot, une parole, mais c'est un besoin d'existence, un besoin d'exister qui rappelle l'avenir dans le présent. Merci beaucoup. Avec toutes ces suggestions qui me font penser à combien d'erreurs moi aussi je fais avec mes enfants. Mais si quelqu'un comprend, après il arrive à faire des erreurs moins. Donc Claudio, ce thème du jugement, comment cela pèse sur les jeunes? Tu en parles aussi dans l'interview qui va sortir demain dans le supplément qui est le journal préféré de Corriere della Sera de Gabriele Giovanni. Je fais un spoiler, à 1,50 €, vous allez avoir le supplément et le quotidien. Mais il y a aussi l'interview de Don Claudio. Dis-nous. Le jugement est très lourd parce que le mot-clé de l'éducation, c'est époque, c'est-à-dire suspends le jugement, mets-le un instant entre parenthèses, écoute, interagis, dialogue, regarde dans les yeux. Parce que le jugement, a priori, il bloque, il limite, il ferme. Et cela, je vous le dis parce qu'en écoutant beaucoup de jeunes dans ma communauté, ce qui se dégage, c'est que ces jeunes ont l'impression d'avoir déçu les attentes des adultes. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes de l'adulte. Et c'est de là que naît ce qu'on pourrait appeler leur dépression, le fait qu'ils ne se sentent pas pleinement répondre aux exigences de ceux qui les ont mis au monde d'une manière ou d'une autre. Donc je crois que le jugement, c'est quelque chose qu'il faut faire ressortir. Il faut éduquer à une capacité critique, à la capacité à regarder la réalité sans la juger a priori. Et ce que je crains aujourd'hui dans l'éducation, c'est que puisse naître de nouveaux fondamentalismes
sous toutes les latitudes. Il y a quelques années, on parlait du fondamentalisme islamique. On parlait de nombreuses questions qui restent actuelles aujourd'hui, même si elles sont moins interprétables sur le plan médiatique. Mais je crains aussi, et je le dis souvent, aussi un fondamentalisme catholique, un fondamentalisme occidental. Quand on ne veut pas regarder, on ne veut pas s'interroger et qu'on préfère du coup s'installer commodément sur une certitude inébranlable. Ce système éducatif ferme, il n'ouvre pas de nouveaux scénarios. Et ce qui m'effraie, c'est que beaucoup de jeunes sont comme cela. J'ai un jeune, par exemple, dans ma communauté en ce moment, qui est un fan de foot, de ceux des grands virages, je ne vais pas dire quelle équipe. Et c'est incroyable de l'entendre raconter combien il y a de fermeture. Le fait que l'autre est vécu immédiatement comme une menace, comme une entrave à ma réalisation. Voilà, les jeunes que nous rencontrons, ils ont besoin d'un regard libre, d'un regard qui ne juge pas, pour pouvoir exprimer aussi leur créativité, leur talent. Ce genre de musique, de la trappe dont je vous parlais, c'est une musique que tout le monde s'est empressé de juger, d'estampiller et de stigmatiser. C'est pas un hasard si un de mes jeunes baby gangers a appelé son album Délinquant. Parce que bien sûr, ça correspond à ce que nous avons vu. Bien sûr, il y a des aspects problématiques et qui ne sont pas toujours positifs dans ce que font ces jeunes. Mais il faut avoir le courage de permettre au talent, à la créativité d'émerger. Même quand, au départ, ils parcourent des voies qui ne nous sont pas forcément familières. Donc ça, pour moi, c'est important. Et le défi de la liberté dans ma communauté, c'est vraiment une provocation, c'est-à-dire un appel à être soi-même. Parce que le défi de l'homme, depuis toujours, pour chacun d'entre nous, c'est de devenir soi-même, pleinement. Malheureusement, un jeune qui est parti pour l'État islamique me disait en communauté, « Tu sais, père, moi j'ai eu 2 parents, mais j'ai jamais eu un père et une mère. » Donc c'est le premier qui m'a aidé à réfléchir à cela, parce que devenir père et mère, c'est une mission, c'est pas automatique parce qu'on fait naître des enfants. Et cela, ça concerne aussi les jeunes. Voilà pourquoi beaucoup pensent que se disent il faut que je donne à mes enfants ce qui est important pour moi. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas l'imposer. On peut le proposer. On peut être témoin du fait que le bien que tu as reçu encourage d'autres biens, mais tu ne peux pas l'imposer, parce que sinon ça se traduit sous forme de fondamentalisme. Donc ce qui est important, c'est d'aider ces jeunes à être capables de se dire pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes en ce moment ne veulent pas entrer en relation avec l'adulte, avec l'institution, les forces de l'ordre, le monde des services sociaux, l'État? Parce que pour eux, cela évoque une autorité qu'ils voient comme disciplinaire. Aujourd'hui, un homme, on ne l'éduque pas seulement par la discipline. On l'éduque à travers la loi, bien entendu, mais aussi le discours, un regard, un jugement qui soit bienveillant. Ça ne veut pas dire que nous, les adultes, nous allons baisser nos frocs et tout permettre. Mais nous allons aider nos jeunes à penser pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes. Donc nous devons les mettre en situation de le faire. Donc nous devons leur poser des questions beaucoup plus que leur apporter des réponses. Stimuler en eux les possibilités. Donc attention, le jugement, il ne doit pas se produire immédiatement. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas avoir hâte.
Nous avons toujours le besoin, la nécessité de voir que notre enfant ou notre élève reste à l'intérieur de certaines limites, qu'il reste contrôlable selon nos attentes. Moi, je pense qu'un enfant, même ceux qui font des bêtises, ceux qui passent parfois dans des situations extrêmement complexes dans la vie, ils ont besoin de temps. Le temps, dans ce cas-là, il n'est pas chronos, il est kairos. Merci beaucoup, donc Claudio. On est vraiment en conclusion de cette rencontre. On a déjà dépassé le timing et votre patience aussi. Mais on espère que cette chose soit servie. Je lance la parole aussi pour continuer ce débat. Alberto, très rapidement, on a beaucoup parlé de l'école. Vous mettez le doigt dans la difficulté de l'école de voir les jeunes non seulement comme des élèves à remplir par des notions, mais comme des personnes. Quelle est, à ton avis, la clé des lectures pour changer l'attitude des enseignants par rapport aux élèves, aux jeunes? Alors, je vais le dire aussi sous forme provocatrice, par une phrase que citait toujours un prêtre, Giorgio Pontigia, qui était un grand éducateur à l'Institut Sacré-Cœur à Milan. Et il disait que l'école, c'est une convention sociale. Mais ce n'est pas une convention sociale. Le désir de connaître, lui, n'est pas une convention sociale. Le fait que les jeunes sont appelés à affronter la réalité, ce n'est pas une convention sociale. Alors, Portofranco est né de cette idée. Au cours de ce dîner, donc, que je n'oublierai jamais, le père Giorgio, à cause de la passion qu'il avait pour le Christ, il voulait rencontrer les jeunes. Parce que dans la rencontre avec les jeunes, on découvre. Parce que les jeunes, ils sont authentiques. C'est l'authenticité qui a ce flair. Donc, il grandissait lui en tant qu'éducateur. Donc, il disait que pour rencontrer les jeunes, il faut partir du besoin. Les jeunes ne coïncident pas avec le besoin. Nous ne coïncidons pas avec notre besoin. Mais le besoin, c'est ce qui fait émerger la personne. Sinon, on est idéologique, même avec de bonnes intentions. Donc, il disait, la première nécessité, c'est de pouvoir faire percevoir à ces jeunes la beauté de la connaissance. La beauté qu'il peut y avoir à étudier les mathématiques. Je n'oublierai jamais un jeune qui avait de très mauvaises notes en mathématiques et après quelques leçons, il a dit « mais les mathématiques, c'est magnifique ». Ou une jeune musulmane qui a étudié Dante, le poète italien Dante, et qui a dit « mais c'est passionnant ce qu'on dit là ». Alors, je sens en tant qu'enseignant que notre grande mission, c'est de regarder les jeunes pour ce qu'ils sont, pour leur destin positif, de façon gratuite. Mais cette gratuité, on ne peut pas se la donner soi-même. On peut la donner si on la reçoit soi-même dans notre personne. Et parce que le jeune est plus que cela, on l'aide à affronter ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire, les peurs, les difficultés. Et pour nous, enseignants, c'est l'école. L'école pas comme une règle écrite, mais comme une possibilité et un goût de connaître. Merci Alberto. D'attente, étant donné qu'on est en phase finale de la rencontre, on a écouté beaucoup de mots qui peuvent faire bouger en nous beaucoup de réflexions. Nous avons aussi écouté des langages de types différents. On s'est même étreint, même en regardant l'importance de les 30. On doit l'amener à la maison avec nos familles parce que c'est très important, même avec mes amis. Et pour faire en sorte que toutes ces choses puissent continuer, on devrait soutenir le meeting et on peut le faire tout le monde à travers les dons. Vous savez qu'à l'intérieur de cet espace, il y a des stands, des kiosques que vous pouvez reconnaître avec le corps rouge où vous pouvez faire des dons, Dona Ora. Le meeting à partir de cette année est une institution des troisième secteur, donc c'est une information pour les Italiens, en tout cas. On voudrait terminer cette rencontre comme on avait parlé. Oui, on est des boomers en train de parler des jeunes. On s'était déjà posé la question, le problème pour Giovanni, pour Gabriele, pour tous les jeunes qui sont présents. Dario Di Freddi et Stefano Gheno ont pensé à une continuation idéale
de cette rencontre. Oui, merci. Stéphane va nous expliquer comment continuer. Mais nous avons pensé à cette poursuite, continuation idéale, parce que je ne voudrais pas que la rencontre d'aujourd'hui, sans qu'on s'en aperçoive, devienne une sorte d'auto-flagellation, une sorte de psychologie de groupe des anciens. La dernière chose que je veux dire, c'est que la liberté, ce que l'a dit un certain type, c'est le don que j'ai fait aux hommes. Vous l'avez tous, les jeunes ont la liberté, quelle que soit la condition dans laquelle ils se trouvent. Si les parents ne vous comprennent pas, les profs vous torturent, vous avez la liberté. Donc, émergez. Notre école est dédiée à une personne qui s'appelle Marco Andreoni et à 24 ans, il est mort dans une excursion en montagne qu'il faisait avec des amis du mouvement de Communion Libération. Et face à cela, nous qui étions très très proches de lui, c'était notre ami très cher, bien sûr, on s'est mis en colère contre Dieu, etc. Mais on avait deux alternatives. Soit la vie est un mal, soit c'est un sens de la vivre, c'est un sens de construire. Et nous étions face à un mal. Le mal, c'est quelque chose d'incompréhensible, d'inacceptable. Maintenant, Stefano va nous expliquer comment continuer. Mais pour le dire de façon délicate, ne nous cassez pas les pieds, parce que ce n'est pas notre faute si vous décidez de ne pas utiliser votre liberté. Alors, nous avons fait cette sorte de Old Pride conclusive, donc notre révélation des anciens. Donc, d'abord, je suis très, très reconnaissant pour cette rencontre parce que elle montre que le meeting est vraiment une rencontre, la possibilité de rencontrer. Et ce n'est pas vrai que tout est préétabli, parce que je vous dis qu'il y a je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées que personne n'avait prévues au départ. Mais nous voudrions poursuivre parce que l'autre soir, je dînais avec Dario et il m'a raconté ce désir. D'ailleurs, je veux souligner que Dario est plus âgé que moi. Et il nous a fait parler de ce désir qu'il avait de recommencer à enseigner. Dario, c'est un très grand entrepreneur. Il a des tonnes de choses à faire et j'ai été touchée par cela. Donc, j'ai compris que la question de l'écoute et de regarder, ce ne peut pas être seulement une exhortation moraliste qu'on répète. Et donc, on a décidé de le faire vraiment. Donc, nous, en tant que compagnie des œuvres sociales, nous avons un espace au meeting qu'on appelle Social Corner. C'est dans le pavillon A3 en face de l'exposition des familles d'accueil. Le 24 meeting, nous terminons notre activité institutionnelle à 19h et à partir de 19h, nous invitons tous les jeunes qui veulent parler avec nous, qui veulent nous apporter leurs questions et auxquels nous voulons poser des questions, que nous voulons rencontrer. Dario et moi, on sera certainement là pendant tout le temps que vous voulez. Bon, à un moment donné, ils vont nous chasser du parc des expositions, mais j'espère que nous serons nombreux. Parce que prendre soin des autres, ça veut dire l'avoir à cœur, n'est-ce pas? Donc, merci à vous tous. C'était quelque chose de très beau et à bientôt.
civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali per affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere, un criterio ideale, un'amicizia operativa. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido.